Bonjour, au micro Philippe Meyer. J'ai créé notre supplément du mercredi « Si c'est pour la culture, on a déjà donné » pour partager les curiosités que suscitent en moi les métiers de la culture. J'ai appelé ces suppléments des Badas en référence à Jean-François Revel, qui raconte dans ses mémoires que les marchands de glace de son enfance marseillaise étaient tenus d'ajouter gratuitement un Bada, un supplément, au cannet de glace acheté par ou pour un enfant. Pour ne pas perdre de temps en vaines disputes, j'ai décidé que tous les métiers qui relèvent du ministère de la Culture à un titre ou à un autre entreraient dans le champ de nos Badas. C'est ainsi que je me suis entretenu avec un historien de Paris, un biographe de Molière, un couple de restaurateurs d'un château Renaissance, une traductrice, un chauffeur de taxi amoureux de la capitale, une comédienne, un serveur de bistrot qui soutient une thèse sur l'apport des Aveyronnais à la bistrotaille, un déserteur de l'école normale supérieure devenu pianiste de jazz, un tailleur de pierre, compagnon du Tour de France, une clown, une ancienne ministre de la Culture, une avocate et un dessinateur de BD, unis pour préserver la création artistique de la préservation par l'usage de l'intelligence artificielle, un charcutier qui a ressuscité l'oreiller de la belle aurore, un pâté croûte aux 17 viandes, un danseur étoile de l'Opéra de Paris, un éditeur, une metteuse en scène de cinéma, le directeur d'une agence de photos, l'éditrice du catalogue Paul Signac, le restaurateur des 357 glaces de la galerie versaillaise à laquelle elles ont donné leur nom, une historienne des rapports entre la musique et le pouvoir, le biographe du fondateur de la Pléiade, l'animatrice d'un cinéma sur une île de 2400 habitants, le directeur d'une école de réalisation audiovisuelle, la directrice du musée de l'histoire de l'immigration, une journaliste chargée de suivre les activités des influenceurs et des influenceuses, le PDG de l'AFP, un baryton basse qui s'est produit sur toutes les scènes importantes. Tels furent quelques-uns de mes invités. Vous pouvez les retrouver quand vous voulez sur notre site, mais je vous propose une rencontre avec certains d'entre eux cet été, des retrouvailles, et pour commencer avec un étudiant de l'école du Louvre qui, lorsque je l'ai reçu à mon micro, mettait la dernière main à sa thèse sur l'anthropologie des chanteurs de cabaret des années d'après-guerre. Qui étaient ces femmes et ces hommes qui, entre 1947 et 1974, ont donné vie à ces petites scènes où la liberté régnait en inspiratrice et qui ont ouvert la porte à Brassens et à Catherine Sauvage, à Patachou et à Serge Lama, à Cora Vauquer et à Léo Ferré, à Jacques Brel et à Barbara, vous le saurez, grâce à mon invité, Thomas Pathé. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Bada de la série « Si c'est pour la culture », on a déjà donné. Bada qui me donne l'occasion et le plaisir de recevoir Thomas Pathé. Thomas Pathé, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Comment vous définissez-vous ? Je ne parle pas uniquement de votre statut social, mais commençons par votre statut social. Je suis étudiant. Personne n'est parfait. Voilà. Et ensuite, pour me définir, je dirais je suis chanceux. D'accord, mais vous êtes étudiant en quoi ? Je suis étudiant à l'école du Louvre. Je suis en 2e cycle, donc en muséologie, spécialisé en anthropologie. Voilà. Très bien. Et alors, j'ai fait votre connaissance à un concert où vous étiez accompagné d'une dame qui a illustré les cabarets, dont nous parlerons tout à l'heure, et que j'ai salué puisque j'avais le plaisir de la connaître. Et elle vous a présenté à moi en me disant que vous faisiez un mémoire sur les cabarets à l'école du Louvre. J'ai voulu en savoir davantage. C'est ce que je vais commencer par essayer de vous faire dire maintenant. Très bien. Qu'est-ce que les cabarets viennent faire à l'école du Louvre et sous quelle forme se présente votre travail ? Alors, les cabarets, précisons, comme il s'agit des cabarets d'après la Libération, ceux qui, dans les années 50, 60 et, on peut dire quoi, jusqu'au milieu des années 70 ? C'est ce que je dirais, voilà. Oui. D'accord. C'est ce que je dirais. Et c'est là où Brel, Barbara, etc. Exactement. Pour résumer, avant de vous laisser enfin la parole, ce sont les établissements
qu'Yves Geland a portraituré magnifiquement dans ce documentaire qui s'appelle « Les minuits, Paris s'éveille ». Tout part de là. Voilà. Tout part de ce documentaire que j'ai vu lorsque j'avais, je crois, 12 ans à sa sortie. Et j'ai été absolument ébloui. Et j'ai pas eu de chance en arrivant en master de l'école du Louvre parce que j'avais fait 3 ans d'histoire de l'art spécialisée dans la peinture du 19e siècle. Et on m'a affecté dans le groupe de recherche d'anthropologie. Et je me suis dit, oulala, comment faire que faire parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et donc, j'ai proposé à Madame Calogirou, qui était ma directrice de mémoire, un sujet sur un thème qui me passionne, la chanson française. Mais comme c'est un sujet très vaste et que je n'avais que 6 mois de recherche, je me suis concentré sur les cabarets et j'ai fait une enquête anthropologique sur les chanteurs de cabarets parisiens. Voilà. Et donc, la première chose, ça a été de définir ce qu'était l'anthropologie. Donc, oui, parce qu'a priori, on pense que c'est d'aller mesurer le crâne des indigènes avec un pied à coulisse. Et en fait, à l'école du Louvre, l'anthropologie, c'est l'étude des comportements humains dans une société. Et je me suis rendu compte que c'était parfait parce que les cabarets en soi formaient, je parle au passé, formaient une société. Et c'est un microcosme où se rencontraient différents acteurs et chacun avait sa place. Et ces acteurs s'interpénétraient. Donc c'était fascinant. Franchement, c'est fascinant. Donc le documentaire d'Yves Geland, d'où vous êtes parti, oui, vous a fait connaître plutôt un répertoire, plutôt des interprètes. Qu'est-ce que... Le répertoire, je le connaissais. Parce que c'est pas très fréquent. Vous avez quel âge? 22 ans, 23 ans? Maintenant, 24. Personne n'est parfait non plus, je l'ai déjà dit. Comme disait Louis Jouvet, moi aussi, j'ai eu 24 ans, mais je ne les ai plus parce que des 24 ans, il n'y en a pas pour tout le monde. Exactement. Mais j'en profite. Mais oui, je connaissais... Je suis provincial, donc tout provincial voue une sorte de fascination pour Paris, sans doute. Et donc, j'ai connu Paris par la chanson, et notamment par la Rive Gauche, parce que c'est quand même une chanson très, très parisienne, la chanson de la Rive Gauche. Et ce documentaire m'a fait connaître, en revanche, oui, des interprètes, ça c'est vrai. Et ça veut dire que vos parents, ou même vos grands-parents, écoutaient ces chansons-là? Pas du tout. Pas du tout. Et vous dites, je l'ai connu par la Rive Gauche, mais... Oui, parce que je suis tombé dedans comme Obélix quand j'étais petit, en fait. C'est-à-dire que j'ai découvert Barbara, j'avais 7 ans, et de Barbara, on rencontre Brel, et de Brel, on rencontre Brassens, etc. Et arrivé à l'internat à 16 ans, j'ai appris le répertoire de Bécaud à mes copains. Ça s'est passé comme ça. D'accord, mais Brel, Barbara, Brassens, oui. Bécaud, encore que Bécaud n'ait pas fait beaucoup de cabaret, non. Mais ce sont des gens qui sont passés ailleurs, donc que tout le monde connaît. C'était tout à fait normal que ça arrive à vos oreilles. Mais il y a d'autres. Il y a d'autres, mais... Je pense à Henri Gougaud, qui était chanteur d'ailleurs aussi, il était conteur. Il a surtout réussi comme conteur, qui est mort il y a peu de temps et que je salue au passage comme d'une des grandes voix de la radio publique. Oui. Henri Gougaud n'a pas passé il l'a passé en devenant un homme de radio, mais il n'est pas allé à l'Olympia. Tout à fait, et c'est ça que je voulais étudier, c'était ce système justement qui devait permettre aux artistes de devenir des artistes de music hall, le cabaret, ça servait à ça, parce que moi, de ce qui découle de cette étude, c'est que le cabaret est vraiment un conservatoire, une école, et justement, j'ai découvert beaucoup d'artistes par les livres, par ce documentaire, et en arrivant à Paris, en fait, il y a 4 ans. Alors, vous dites le cabaret, c'est un conservatoire. Est-ce que pour vous, c'est un conservatoire qui a conscience d'être un conservatoire ou c'est un conservatoire de fait? Première colle. Je pense qu'il en a conscience parce que, en faisant cet entretien avec mes 6 artistes-là, tous m'ont dit que les directeurs de cabaret avaient vocation à trouver les vedettes de demain, quand même. Donc... j'ai interviewé par exemple Jean-Pierre Réginal, qui est un artiste qui n'a que fait du cabaret. Lui, il a commencé le cabaret en espérant un jour être au music-hall. C'était le circuit qu'il fallait suivre. Oui, ça, c'est la chanson d'Aznavour, je me voyais déjà. Tout à fait. Seulement... D'ailleurs, mon mémoire s'appelle comme ça. Bon,
c'est Aznavour qui, on l'a oublié, a fait du cabaret. Ben, Bien sûr. qu'est-ce qu'Aznavour n'a pas fait dans Oui. le monde du spectacle? C'est difficile à pas avoir joué Molière ou Shakespeare, mais Shakespeare, il connaissait. je connaissais sûrement, mais sans doute lui aurait-on proposé de le faire, il aurait été très content. Je reviens à notre question. Est-ce que les cabarets sont des conservatoires et est-ce qu'ils ont conscience de l'être? Est-ce qu'ils en sont? C'est assez probable. Les noms que vous avez donnés, Brel, Barbara Brassens, Lécluse, Patachou, c'est en passant par là que les trois susnommés, Léo Ferré la même chose, sont devenus des chanteurs exposés à l'ensemble du pays, Même médiatique. à travers les radios. Mais est-ce que il n'y a pas un élément décisif dans le fonctionnement de ces cabarets comme des conservatoires à travers la présence d'un directeur de cabaret manager et en cheville avec ce qui avait tant d'importance à l'époque des cabarets, c'est-à-dire l'industrie du disque. Et évidemment, je pense à Jacques Canetti et à son cabaret des Trois Baudets. Oui. Alors, moi, je me suis basé sur les 6 les entrevues que j'ai données. Hein. Et tous m'ont quand même présenté l'industrie du disque comme vraiment un monde différent, complètement ailleurs que le cabaret. Autant beaucoup ont vu une corrélation entre le cabaret et le music-hall. Par contre, dès qu'on parlait de l'industrie du disque, les mots étaient terribles. Terribles. Parce que, oui, c'est une attente de faire un disque, mais la chanson dite rive gauche et chanson de cabaret a très très vite été cataloguée comme chanson intello, chanson un peu élitiste, et justement qui faisait peur aux maisons de disques. Qui faisait peur à certaines maisons de disques, parce qu'il y en a d'autres qui se sont spécialisées dans cette chanson-là, ou presque, en tout cas, qui ont ouvert, à commencer par le Chant du Monde, qui était la maison du Parti communiste, qui a fait travailler des chanteurs qui allaient au-delà des sympathisants. Et je reviens à mon entrevue avec Jean-Pierre Réginal, qui m'a dit que lui, il a fait son premier disque chez Philips, à l'époque où Philips était attiré par ce répertoire, mais que rapidement, ça n'a pas duré très très longtemps en fait. Et on sent une certaine frustration chez les 6 artistes interrogés. Alors, de ce côté-là. On va peut-être prendre justement ces 6 artistes dans l'ordre et savoir ce que ils vous ont appris de leur du monde dans lequel ils ont vécu pendant ces 25 ans, 30 ans dont on a parlé. Donc allez-y, commencez par qui vous voulez. D'abord, donnez les 6 noms. Alors, les 6 noms reflètent parfaitement le panel de cabaret, parce que j'ai interviewé donc Serge Lama, Marie-Paul Bell, Francesca Solville, Marie-Thérèse Aurin, Claude Lemel et Jean-Pierre Réginal. Des carrières tout à fait assez différentes. Oui, mais qui reflètent vraiment le cabaret, je trouve. Commençons par Serge Lama. Serge Lama, c'est très intéressant parce que c'est le seul qui est fils d'artiste, déjà. Il est le fils de Georges Chauvier. Et, qui est Georges Chauvier, un ténor. Un ténor d'opérette de la région de Bordeaux qui est monté à Paris après la guerre. Et qui a fait un bide. Total. Et Serge Lama, d'ailleurs, a basé sa carrière sur une revanche qu'il prenait sur ce père qui n'a pas réussi à percer. Et Serge Lama, des 6, c'est celui dont on sent, même s'il ne chante plus aujourd'hui, on sent le plus la volonté, il avait envie à tout prix de devenir célèbre, et il savait qu'il fallait passer par ça. Lui, il chantait uniquement à l'Écluse, c'est le seul qui m'a dit il était la tête d'affiche à l'Écluse, et le directeur de l'Écluse, Léo Noël, lui avait interdit de chanter ailleurs. Ça, c'est étonnant, c'est le seul qui m'a dit ça. Et voilà, Serge Lama, il y a une chose à retenir des 6, c'est vraiment la volonté même. Le cabaret, pour lui, c'est le socle pour devenir une vedette médiatisée, connue. Et il m'a dit cette phrase: je m'endormais tous les soirs en imaginant mon nom inscrit en rouge sur la façade de l'Olympia. Et à quel moment est-ce qu'il a senti la bascule se faisait, qu'il allait quitter l'univers du cabaret pour aller précisément à l'Olympia? Enfin, peut-être pas le premier jour. Mais... C'est à la fin, au tout début des années 70, quand il a sorti Les Ballons Rouges. Il suffit d'une chanson, ça ils me le disent tous, hein. Il suffit d'une chanson, Marie-Paul Bell, c'est pareil. C'est une chanson, et c'est la rencontre. Et Serge Lama, il a eu la bonne chanson au bon moment.
Voilà. Une chanson qui est passée à la radio, qui a bien marché, les disques ont commencé à se vendre. Et de là, on devient un artiste intéressant pour les producteurs et on fait les music halls. Mais pour qu'elle passe à la radio, il faut qu'elle ait été enregistrée. Tout à fait. Et donc, il y a derrière, je le suggérais tout à l'heure, une maison de disques qui a... Mais parfois, la maison de disques, elle vient après. C'est très étrange parce que c'était vraiment étrange. Parce qu'en même temps, les 6 artistes disent la même chose et se contredisent. Parce que certains vont dire ce qui m'a sauvé, c'est un disque. Et l'autre va me dire ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir rencontré une telle personne dans le cabaret un soir qui m'a dit tu devrais faire la première partie de... Et de là, on a fait un disque après. Bon, on va poursuivre avec les autres. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez quelle image vous vous faites d'une soirée dans un cabaret après avoir interrogé ces 6 personnes et puis après avoir beaucoup lu aussi, parce que c'est pas pour rien qu'on est à l'école du Louvre, on bouffe des archives totalement de manière absolument boulimique. Donc, D'ailleurs, j'ai toute une partie historique dans mon devoir. Je remonte au caveau de la rue de Bussy, sous la Régence, qui est pour moi peut-être le premier endroit où on a chanté en société, en fait. Où il y avait des concours de chant uniquement masculins. Et c'est la première fois, à Paris en tout cas, où on se donnait rendez-vous en 1729 pour écouter de la chanson et chanter ensemble. Et je remonte là. Quel répertoire ? À des chansons... comment dirais-je ? Justement, un lien avec le cabaret, il court, le furet. Des chansons anticléricales, des chansons... À double sens. Tout à fait. Des chansons à double sens, mais pas des chansons... on n'y chante pas les chansons politiques, je veux dire celles dont on distribue les paroles sur le Pont Neuf. Non, parce ça, que c'est autre chose. Ça a commencé d'une façon totalement illégale, le caveau de la rue de Bussy. Donc c'est illégal parce qu'on chantait des choses qu'on n'avait pas le droit de chanter, justement. Est-ce que c'est pas illégal parce que pour qu'une salle de spectacle soit légale, il fallait qu'elle ait été préalablement autorisée? Aussi, et j'ai vu une archive incroyable où on n'avait pas le droit de chanter dans les caves, quelque chose comme ça. Et or, ça se passait dans la cave, déjà à l'époque. Oui, ça, en matière de réglementation, je pense que la plupart des juristes chargés des réglementations ont une imagination très supérieure à celle des romanciers les plus baroques. Sans doute. Donc alors, nous partons de cette première cave et la suite. La suite, c'est que chaque révolution apporte sa pierre. La révolution de 1848 amène des chansons vraiment dans la rue. Ensuite, on arrive doucement, parce que ensuite on arrive au café-concert assez rapidement, parce que le premier rassemblement des mots café et concert, on est en 1849 dans le journal qui s'appelle le Tintamarre. Et là, de 1848 jusqu'à la guerre 14, c'est une explosion du nombre de cafés-concerts à Paris. On arrive à 400 cafés-concerts en 14. Et ça, c'est l'ancêtre du cabaret, l'ancêtre direct. Alors, pousse, sur le café-concert, ça ressemble à quoi? Le café-concert, c'est un peu le grand café de Charles Trenet. C'est des endroits où on mange, où on consomme, et où il y a des spectacles de chant et de variété. Pendant qu'on mange et qu'on consomme. Oui. Voilà. Oui. Ça existe d'ailleurs aujourd'hui, de nouveau. Tout à fait. Ce sont dans des salles plus petites que celles qui étaient celles des cafés-concerts. Et ça, la guerre de 14 a un effet sur ces cafés-concerts. Oui. Qui en diminue le nombre. Premièrement, il y a beaucoup d'artistes qui sont partis au front. Et en 18, on change d'époque totalement. Les Américains arrivent, le jazz arrive, et là, on est plus dans la révolution Dada. Et ça se passe à Montparnasse. Et là aussi, moi, je vois des prémices de l'après-guerre de 45, parce que à mon avis, la révolution rive gauche, elle découle aussi de la révolution Dada. Quand on voit certaines chansons de la rive gauche, moi, je pense toujours à une chanson d'Agnès Capri qui s'appelle Dans la Sûre, qui est pas très connue, mais quand on écoute Dans la Sûre, où ça raconte l'histoire d'une femme qui s'est acheté un collier de perles, et pour se rendre compte, pour savoir si ces perles sont vraies ou pas, elle va aller manger des huîtres, et les huîtres hurlent de peur en voyant le collier, donc le collier est faux. C'est quand même surréaliste, quoi. Plutôt. Tout à fait. Donc, j'y vois aussi une ascendance. Donc, le music hall n'a rien à voir, ou en tout cas, n'a à voir que marginalement avec les cabarets. Après la guerre, c'est différent. Je pense qu'avant la guerre 39, moi, je dirais que les cabarets
sont très très marginaux. Musical, c'est une salle de Tout à spectacle. fait, oui. C'est Il n'est l'ABC. pas question de manger et de Piaf est un Piaf, Chevalier, Damien. Elle est née à l'ABC, Piaf. Donc elle est du musical. Mais vraiment le cabaret, il prend son importance vraiment en 47, 48 quand on passe par là pour espérer arriver au musical un jour. Moi, je pense. Et c'est ce que j'ai compris j'ai pas la science infuse, hein, c'est ce que j'ai compris de mes lectures et de mes entretiens. Très bien. Thomas Patet, je vous propose que nous reprenions le fil des 5 autres personnes que vous avez interviewées, et que pour le moment, nous donnions à nos auditeurs rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.